L'Afrique a toujours été au centre de toutes les convoitises. Les richesses de l'Afrique sont malheureusement ses plus grands malheurs. Un nouvel ordre mondial est en train de se dessiner et quelle est la place que l'Afrique va-t-elle prendre? Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Nous sommes sur Vox Live et aujourd'hui on parle d'actualité africaine avec nos invités du jour. Bienvenue à vous. Alors j'ai le plaisir d'accueillir ici sur le plateau donc Djiby Bathily. Vous êtes initiateur du Haut Conseil des Sénégalais de l'extérieur. Bienvenue à vous. Bonjour, merci. En face de vous, vous avez monsieur Cyril Calvin Bundoukoulata, vous êtes fondateur de Hyperconscient. Bienvenue à vous. Et on continue avec monsieur Iré. Donc vous êtes journaliste. Je suis journaliste, je Bienvenue. suis Armand Iré, je vous l'ai dit tantôt. Merci beaucoup, Merci monsieur Iré. Alors, on continue cette émission. Alors, le thème du jour, mesdames et messieurs, et oui, on parle du nouvel ordre mondial, et notamment avec les BRICS, et quelle est la place que l'Afrique va détenir, en tout cas, au sein de ce nouvel ordre mondial. Alors, avant de parler, de continuer sur ce thème-là, on va parler quand même des États-Unis, et oui, on va aux États-Unis, mesdames et messieurs. Les élections américaines font couler beaucoup d'encre. Alors, que se passe-t-il aux États-Unis entre les erreurs de Joe Biden, qui nomme donc sa vice-présidente Donald Trump, qui appelle le président ukrainien Poutine, et bien sûr, sans parler de la tentative d'assassinat, entre guillemets, hein, pour certains, en tout cas la tentative d'assassinat de Donald Trump. Donc, que se passe-t-il aux États-Unis? Qu'avez-vous à dire, chers invités? La question qu'on te pose, est-ce que c'est vrai qu'il y a tentative d'assassinat, mais est-ce qu'il n'y a pas complot? Moi, ce qui me gêne, c'est que la personne, malheureusement morte, on ne peut pas être en mesure de savoir ce qui était derrière, mais on nous dit que c'est un jeune qui est trumpiste, en même temps républicain. Donc, pour moi, c'est des questions qu'on te pose. Quand il s'agit... Donc vous, c'est-à-dire que le président Trump a quand même, la balle a quand même effleuré son oreille, il a été blessé, donc il suffirait qu'il fasse un petit mouvement, il aurait pu avoir la balle en pleine tête. Trump, c'est le père des affaires complot. D'accord, donc pour vous c'est... Donc pour moi, c'est mon point de vue, je me dis qu'il y a complot. Ok, très bien, c'est très clair en tout cas. Je partage le même point d'avis que lui, mais ce que je veux dire, c'est que comme je le pensais tout à l'heure, Trump, c'est un complotiste. Vous voyez les affaires qui le suivent en justice. C'est tout un tas d'affaires carabinées qui l'ont amené devant les juges. Donc, pour moi, bon, on a appris qu'il a été l'objet d'une tentative d'assassinat. Quand on regarde les images, à mon humble avis, je pense qu'il faut que les enquêteurs... je vais trouver un mot qui correspond à ce que je veux dire. Il faut que les enquêteurs checkent vraiment pour voir s'il y a eu complot ou pas. Mais, comme le disait tout à l'heure le frère... Donc vous pensez vraiment que Donald Trump aurait orchestré sa propre possible mort? À 75%, je le pense. C'est pas qu'il a organisé sa possible mort, mais il a organisé un attentat pour bien se situer dans les sondages parce que il était affaibli par ses différents procès. C'est vrai qu'il est sorti la tête haute de... Quand on regarde les sondages, finalement, il est sorti la tête haute de son débat avec Biden, ok. Mais il a besoin de toute une stratégie pour se positionner, parce que ça passe pour lui ou ça casse. S'il ne réussit pas à revenir à la tête des États-Unis, pour moi, pour lui, c'est pratiquement la fin d'une vie et c'est pratiquement la fin d'une époque. Donc selon vous, il est prêt à tout pour... arriver à la White House. On se rejoint. Moi, j'aurais tendance à dire que, effectivement, des faits sont là. Je ne pense pas nécessairement que Trump avait besoin d'orchestrer ça pour être devant dans les sondages. À la limite, la stratégie du silence aurait très bien marché pour lui. Il suffisait de laisser Biden parler, faire face à ses pertes de mémoire pour continuer à monter dans les sondages, parce que la réalité, c'est que sa base est extrêmement mobilisée. Et les démocrates, au vu des dernières sorties de Joe Biden, sont plus démobilisés que jamais. Après, il y a une réalité, c'est vrai que cette tentative d'assassinat contribue à le renforcer. En tous les cas, c'est une stratégie, à mon avis. Entièrement bénéfique pour lui. Maintenant, savoir si c'est lui qui est derrière ça, etc., je n'aurais pas assez de preuves pour m'avancer. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est le grand gagnant un petit peu de ce qui se passe là, depuis bientôt une semaine aux États-Unis. D'accord. Et chez les démocrates, pour le coup, qu'est-ce qui se passe là? À un moment, il faut arrêter tout ça. C'est-à-dire que est-ce que vous pensez que quelqu'un prendrait la relève? Est-ce que Joe Biden va aller jusqu'au bout?
comment ça va se terminer? Est-ce qu'il y a même possibilité pour Joe Biden éventuellement d'avoir ce deuxième mandat? On a entendu Nancy Pelosi, ancien président du Sénat, parler un petit peu. La façon dont elle parle, elle continue à soutenir Biden. Mais donc, on dit que oui, mais il y a d'autres républicains qui sont capables, d'autres démocrates plutôt, qui sont capables de prendre la relève. Donc, ça veut tout dire. C'est-à-dire, est-ce que Biden, peu importe ce qu'on dit de Biden, mais quand même, tu es le plus vieux président des États-Unis à 81 ans, tu dois te poser la question. Parce que Biden, au départ, quand il était élu, il nous avait dit que j'avais fait un seul mandat. Et là, en cours de mandat, il a commencé un peu à changer d'avis, a dit que maintenant, je vais mettre un deuxième mandat. Mais tout le monde sait que Biden, actuellement, c'est lui le problème des démocrates. D'accord. En tout cas, il annonce ce prochain face-à-face avec Donald Trump en septembre. Il le dit, il est préparé, il se prépare même actuellement depuis sa maison de vacances. Il y croit. Ce que je veux dire aux démocrates, qui ont la langue un peu pendue et qui ont la main tendue partout quand ils prennent le pouvoir, c'est-à-dire, on va dire qu'ils mettent leurs mains partout dans le monde entier, il faut qu'ils se réintrovertissent en eux-mêmes. Parce qu'à 81 ans, on ne peut pas prétendre être président d'un pays comme les États-Unis, qui est la première puissance mondiale. Pardon? Oui, justement. Il y en a plein de présidents comme ça qui ont dépassé les 80 ans. Je parle des États-Unis, madame. C'est quoi la différence? C'est un État aussi? Les États-Unis, oui, c'est un État, mais c'est la première puissance mondiale. Oui. C'est eux qui donnent des leçons. C'est eux qui disent qu'il faut limiter l'âge pour président à la magistrature suprême. C'est eux qui le disent souvent. C'est eux qui donnent des leçons de démocratie et de... Mais c'est pas antidémocratique d'avoir 81 ans et de se présenter. Oui, mais il est malade. Ça se sent. Il dit que non. On va dire même que... Je dis, il a un début d'Alzheimer. Vous avez vu comment il... Vous avez vu le médecin, non, qui ce que je veux dire, ça. Je ne suis pas en train de diagnostiquer. Je ne suis pas médecin. Mais quand on l'écoute, et puis, il y a du monde au niveau des démocrates. Il y a du monde. On a même parlé de l'arrivée de, comment elle s'appelle, l'ex-première dame. Michelle Obama. Il y a du monde au niveau des démocrates. Il faut... On va dire, je vais utiliser un terme, il faut un infarctus de myocarde. Il faut frapper dans le temps pour dégager Biden, sincèrement. Non, pas pour le dégager, pour le mettre de côté et affronter vraiment... Pour le mettre à la retraite. Le mettre à la retraite, merci. Et affronter vraiment Donald Trump qui arrive avec tous ses trompes relevés. Qui risque de stratagème. Ouais, il risque vraiment de... Vous êtes catégorique, il faut que Joe Biden laisse la place à quelqu'un de plus jeune. Je pense que Biden doit aller à la retraite, sincèrement. Mais c'est quelqu'un que j'ai admiré quand même. Juste pour rebondir, parce qu'on parle de différence d'âge, je pense qu'entre Trump et Biden, il n'y a que 2 ou 3 ans d'écart. Donc cet argument d'âge, au final, pour moi, c'est vraiment un faux argument. Je pense que les démocrates sont juste confrontés à quelque chose qu'ils n'ont pas suffisamment anticipé. On est en plein dans l'élection maintenant de manière très concrète, et je pense, j'ai aucune preuve pour le dire, c'est que tout l'establishment derrière Joe Biden veut tout faire pour les dire, et une fois qu'il sera réélu, éventuellement permettre à son vice-président de prendre la relève. Ce serait trop risqué. Il y a une difficulté actuellement. Ils sont obligés de convoquer le Congrès et d'élire, de faire des appels de candidature. Parce qu'actuellement, la vice-présidente ne peut pas remplacer Biden. Effectivement. C'est l'idéal de faire remplacer la vice-présidente. Malheureusement, il faut forcément passer par le Congrès pour le remplacer. Malheureusement. Parce que Biden, en tant que président... Le temps est trop limité. Voilà. Biden, en tant que président, il est déjà candidat d'office au niveau du Congrès. Maintenant, pour le faire élire, il faut ramener au Congrès, faire des élections et qu'il ne reste que 3 mois. Donc on aurait peur d'une bataille au sein des démocrates pour avoir éventuellement la... Malheureusement. Et le temps est assez... pris par le temps. Le timing, il est court. Voilà, le timing est assez court, donc c'est un peu chaud pour eux. Mais encore une fois, il vaut mieux anticiper. C'est-à-dire que soit... ils prennent la décision maintenant. Peut-être qu'il a caché sa maladie, Joe Biden. Mais la réalité, c'est-à-dire même si on le remplace, on met qui au final? C'est ça. Vaut mieux... Non, mais il y a du monde, mais est-ce que cette personne qui sera élue va pouvoir faire consensus démocrate? Pour le moment, Joe Biden, je dirais que pour pas mal de démocrates, à mon avis, c'est la moins pire des solutions. Élu, il va faire forcément consensus.
Je ne pense pas que... Il serait là pour sauver. Voilà, il est là pour sauver le Parti démocrate. Et je ne pense pas que les gens vont se lever contre lui parce qu'il a bénéficié du mandat des Américains. Maintenant, si pour des calculs personnels, il y a toujours des gens qui se lèvent contre un président, même s'ils sont de son parti. Ça, il y a toujours ça. Mais je pense que les Américains auront adoubé ce monsieur ou bien cette femme et elle pourra conduire le mandat tranquillement. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aussi, les États-Unis vont tendance vers les républicains. Parce que quand tu regardes l'économie américaine, actuellement, il est à 2,5. Avec au niveau du FMI et autres, alors que la Chine, il est à 5,0. Donc, est-ce que on te pose la question, qui est le candidat idéal pour relever un petit peu l'économie américaine? Parce que Biden, quand il a pris, il était à 3,2. Et là, actuellement, on est à 2,5. Ça, c'est selon l'économie mondiale. Oui, mondiale, mais bon, après... C'est la récession. On peut faire facilement des raccourcis. Et... Il faut prendre cet aspect des choses. Voilà. C'est un peu dur actuellement sur le plan économique. Et donc, tous les pays les Américains, comme on dit, ils cherchent le candidat idéal qui est capable, parce que beaucoup d'Américains se disent les républicains, c'est le moins mal. Au niveau des entreprises, parce qu'ils vont créer des entreprises. Aujourd'hui, beaucoup d'Américains le disent. Oui. Pourtant, il y a 5 ans, ils ont élu, Biden. Les beaucoup, ça veut rien dire, on est d'accord, quoi. En tout cas, aujourd'hui, les deux candidats sont Joe Biden ainsi que Donald Trump. Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines? Ça, on ne le sait pas. En tout cas, on reviendra dessus s'il y a un changement inopiné de la part des démocrates. Aussi encore... Une tentative. Une tentative de... sécurité renforcée auprès des présidents. Faites attention. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission avec nos invités du jour. BRICS, nouvel ordre mondial. Quelle place pour l'Afrique? Alors, les BRICS, on en parle beaucoup, surtout en ce moment. Donc, moi, je pense qu'il est important de faire quand même une mise à niveau pour tout le monde, et notamment pour nos téléspectateurs. Alors, les BRICS, on sait que c'est plusieurs pays. Donc, on a le Brésil, on a bien sûr l'Inde, nous avons la Russie, nous avons bien sûr la Chine et Afrique du Sud. Voilà les pays qui aujourd'hui représentent les BRICS. Donc leur objectif, c'est tout simplement un nouvel ordre mondial, c'est-à-dire qu'un contre-pouvoir presque, soyons directs, mesdames et messieurs. Donc ils ont renforcé leur coopération, donc ils jouent un rôle actif dans plusieurs domaines, que ce soit la sécurité, l'économie, etc., etc. Et ils souhaitent peser sur la balance, et notamment avec leur investissement dans différentes parties du monde, notamment sur le continent africain. En tout cas, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, les BRICS ont été créés donc en 2009. 2009, ensuite, donc 2009 de BRICS. C'était les BRICS d'abord. Ensuite, c'est rajouté donc l'Afrique du Sud. Donc, c'est le premier pays 2011. Africain, exactement, qui rejoint donc les BRICS, exactement. Alors, et qui change donc le nom. De BRICS, on passe à BRICS, effectivement. Alors, les objectifs, on l'a dit, c'est créer un nouvel ordre mondial, mais surtout créer un ordre multipolaire, parce qu'en fait, quand on prend la Chine, la Russie, l'Inde, en face, on a, entre guillemets, l'autre bloc, on a bien sûr les États-Unis et tous les pays occidentaux. Exactement, donc forcément, eux, ils ont voulu faire un contre-pouvoir en créant donc, ces BRICS. Donc, ils travaillent beaucoup ensemble, mais surtout, je pense qu'un des points les plus importants, c'est vraiment l'importance de peser de façon géopolitique, d'avoir un poids considérable, et sachant que quand même les BRICS, ils ont la population qui regroupe les BRICS, elle est quand même importante. Oui, 45%, je crois. Du monde, exactement. Oui, donc voilà, il faut rappeler qu'il y a la Chine qui est dedans, il y a l'Inde qui est dedans, donc c'est une grosse partie du monde, de la population mondiale qui est représentée dans les BRICS. Et forcément, ça fait peur, hein, ça fait peur donc, au monde occidental. Voilà un petit peu aujourd'hui en quoi consistent un peu les BRICS. Les réalisations significatives des BRICS, on peut les citer ici sur le plateau, parce que c'est bien de créer une coopération, de créer une alliance. Et qu'ont-ils mis en place entre 2009 et 2024 Donc il y a bien plus, notamment la création de la banque de développement, la NBD. Effectivement, il y a la New Development Bank, qui est donc concrètement la banque de développement donc de ces pays membres du BRICS. Mais peut-être même avant de commencer à parler justement de ce nouvel ordre mondial que les BRICS vont plus ou moins essouffler, peut-être primordial de déjà parler de l'ordre mondial dans lequel on est, du moins dans lequel on se place depuis bientôt près de 70 ans. On a commencé notre propos liminaire en parlant de ce qui se fait au niveau des États-Unis.
c'est important de préciser que depuis 1944, les accords de Bretton Woods, c'est vraiment sur l'impulsion des États-Unis que l'architecture sur la scène des relations internationales se place pour le moment. Donc voilà, c'est ce qu'a défini un peu le canevas d'un certain nombre d'institutions et d'organisations, notamment du FMI, des Nations Unies, sur la forme qu'on connaît actuellement. Et il est important de préciser qu'au moment de la mise en place, n'est-ce pas, de ces accords, les pays occidentaux étaient les seuls pays représentés. Donc déjà comprendre qu'il y a par essence même déjà une frustration, sinon un certain nombre de pays qui ont été mis de côté au commencement. Entre-temps, il y a un certain nombre de tentatives de rattrapage en incluant un certain nombre de nouveaux pays dans le concert des nations. Mais voilà, c'est ça aussi la réalité. Les pays africains étaient mis de côté, les pays en voie de développement étaient mis de côté. Donc, la notion même de BRIC a commencé par être développée par un économiste américain, Jim O'Neill, qui travaillait au sein effectivement donc de Goldman Sachs, qui a donc essayé d'analyser le rapport, sinon le contrepoids qu'un certain nombre de pays pouvaient avoir face aux pays donc du G7. Il s'est très vite rendu compte que voilà, si ces 4-5 pays s'unissaient, c'était non seulement une part importante de la population mondiale qui était donc de facto représentée, mais surtout une part importante, même sur la balance commerciale de l'économie, qui pouvait potentiellement être renforcée. Donc c'est ça, et c'est en 2001. Donc voilà, ça a donné naissance, donc ça servait un peu de bribe à un certain nombre de conversations quand on commençait en 2006, où les ministères des Affaires étrangères de ces pays se sont d'abord retrouvés. 2009, il y a donc l'institution officielle donc des BRICS, qui a eu lieu effectivement des BRICS, qui a eu lieu donc en Russie. En 2011, on l'a dit aussi, il y a l'Afrique du Sud qui a donc rejoint l'organisation. Et donc en 2024, il y a eu un élargissement encore un peu plus important. On parle même des BRICS+. Donc on a intégré un certain nombre de nouveaux pays. Je pense notamment à l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte aussi, l'Iran. L'Iran. Effectivement. Donc voilà. Aujourd'hui 9 pays à composer les BRICS. Les BRICS Plus. Effectivement. Et concernant l'Afrique, on rappelle donc l'Égypte. On a l'Égypte, on a l'Éthiopie, on a l'Afrique du Sud. Et peut-être juste pour terminer mon propos introductif, c'est que à date, le G7, qui est le concurrent direct un peu des BRICS, va représenter 46% de l'économie mondiale. Ça reste beaucoup, mais on est très loin des 68% qui représentaient en 1992. En contrepartie, on a donc ces BRICS et maintenant ces BRICS+, qui représentent grosso modo 30% de l'économie mondiale. Donc, plus on avance, plus on arrive à vraiment constater qu'il y a un certain équilibre qui se fait aussi d'un point de vue économique, effectivement. Très bien. Donc, on continue. Donc, juste pour rappeler, donc là, vous avez dit comme quoi il y a plusieurs pays. Maintenant, c'est 9 pays. 9 pays. Comment on peut décider comment on peut tout simplement intégrer les BRICS? C'est important de le rappeler ici sur le plateau. Est-ce que c'est une simple demande? Est-ce qu'il faut répondre à certains critères? Comment rejoindre les BRICS? Les premiers critères, déjà, c'est de déposer. Ça demande au niveau du conférence des ministres des Affaires étrangères. Donc, l'avantage, c'est comme on a. Donc, c'est-à-dire que pour une fois, il y a une organisation où tous les droits de vote sont identiques, sont égaux. Il n'y a pas de veto. Voilà. Il n'y a pas de veto au niveau des BRICS Plus. Et donc, tout le monde a la parole. Maintenant, je n'ai pas trop les éléments pour savoir comment on y adhère. Ça, il faut que je le reconnaisse sur ce plateau. Je pense que peut-être que c'est une demande écrite. C'est une demande écrite. Signée par le président. Je pense qu'il y a des prérequis, c'est-à-dire peut-être avoir un certain niveau de croissance économique. Je pense que c'est quand même important. Pas forcément. Est-ce que l'Éthiopie a un système de croissance économique assez puissant? En tout cas, on ne peut pas comparer l'Éthiopie et d'autres pays du continent africain. Parce qu'il faut dire que quand vous regardez l'Afrique du Sud, le PIB de l'Afrique du Sud est inférieur au PIB de l'Indonésie. Ou bien du Corée du Sud. Mais c'est un pays d'Afrique. Et même du Nigeria. Exactement. Et pourtant, il a été choisi. Donc, pour là, des fois, on te pose la question, et certains disent même que, certains analystes disent que le BRICS, c'est une organisation politicienne pour un petit peu contrecarrer. Aménager la valeur des institutions de Bretton Woods, en quelque sorte. Effectivement. Et puis, la réalité, c'est que, ça, c'est clair, il y a une certaine hétérogénéité au sein même des BRICS. Je ne pense pas qu'il suffit de remplir uniquement une condition pour faire partie au sein des BRICS. Donc on va avoir, n'est-ce pas, ce qu'on appelle donc des grands pays émergents, donc les grands émergents, comme le Brésil, la Chine et l'Inde. À côté de ça, on va avoir des puissances régionales.
Donc, quand on parle de l'Iran, quand on parle des pays même comme la Russie, quand on parle comment dire, l'Éthiopie, c'est une puissance régionale? Non, en tant que l'Éthiopie va donc rentrer maintenant dans ce qu'on va appeler donc une troisième classification de pays précaires en voie de développement, avec un développement très efficace. Et à côté de ça, même une quatrième catégorie, donc ça c'est suite au BRICS+, avec des pétromonarchies, donc l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Donc voilà, il y a quatre contestent l'ordre établi depuis la nuit. Et ça c'est un faisceau commun. Bien sûr, l'alignement politique et diplomatique. Effectivement. Par contre, la candidature de l'Arabie Saoudite est en suspension. La candidature de l'Arabie Saoudite est en suspension. C'est pour ça que je dis 9 Il y a l'Émirat Arabe Uni qui est membre des 9, mais aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, il y a certains membres qui ont demandé la suspension de la candidature de l'Arabie Saoudite. Effectivement. De l'Arabie Saoudite? Oui, exactement. Ah, d'accord. Et puis on a aussi l'Algérie qui a déposé sa candidature qui a été refusée. Il y a la Malaisie qui va rentrer depuis 2024, il a déposé sa candidature, en se faisant porter par l'Afrique du Sud. Donc, ça dit qu'il y a une réalité qui existe. D'accord. Ce que je sais, c'est qu'au niveau des BRICS, ils font beaucoup de recrutement. Pour le coup, beaucoup, c'est pas tant que ça, parce qu'aujourd'hui, ils sont 9. Non, je veux dire, pas les pays, mais ils font des recrutements de personnel, de personnalités dans divers pays. D'accord. Par exemple, quand tu prends le cas de la Côte d'Ivoire, il y a M. Awa Dombelo, qui a été ministre du temps de l'ex-président, et qui est aujourd'hui le représentant Afrique au niveau des BRICS. D'accord. Oui, parce qu'il faut savoir que les BRICS organisent des forums auxquels tout le monde, enfin en tout cas l'Afrique participe via de plein pied. Donc l'Afrique est impliquée. On essaie d'intéresser certains pays africains aux BRICS. Maintenant, c'est à eux de prendre leurs décisions pour postuler ou ne pas postuler, mais c'est à eux de prendre leurs décisions. En tout cas, il y a un engouement. Il faut savoir que ces dernières années, il y a peut-être 59 pays qui ont fait une demande pour intégrer les BRICS. Mais parce que déjà, d'accord. Oui. Okay. Il ne faut pas oublier qu'aussi, la BRICS est le plus grand marché mondial. Le plus grand marché mondial. Ouais, effectivement. 30%, c'est énorme. 30% c'est énorme, 42% de la population mondiale, la Chine qui a créé 45%, effectivement. Donc, 45% de la population mondiale. C'est très précis, effectivement. On a deux pôles de population assez fortes au sein des BRICS, avec l'Inde et la Chine. Effectivement, la nouvelle route de la soie aussi de la Chine qui offre de facto accès à un marché sans précédent. C'est quand même un ensemble assez fort. Seulement, on va demander aux dirigeants d'être un peu plus calme dans la gestion de cette entité, parce que souvent on voit des dirigeants qui ont un peu, je ne vais pas dire la langue pendue, mais qui s'expriment un peu trop sur la scène internationale. Et moi, à mon avis, l'argent a besoin du silence. En parlant d'argent et en parlant surtout de monnaie, on sait que les BRICS concurrencent frontalement donc le dollar américain. Donc là, mais pour l'instant, ils n'ont pas de monnaie commune. Ils utilisent le yuan pour le coup. Actuellement, ils utilisent le yuan. Ils utilisent le yuan. D'accord. Pour une simple raison, la banque se trouve à Shanghai. À Shanghai, effectivement. Donc, ça dit qu'il y avait une difficulté où l'Inde voulait mettre son veto. Parce que il n'y a pas de veto dans les BRICS. Non, c'est-à-dire au début. Ils voulaient refuser en quelque sorte. Non, au début, ce qui a été voulu, parce que comme que la Chine a été choisie pour abriter le siège, l'Inde te disait que maintenant, il faut qu'on réorganise ce qu'on appelle la conférence des diplomatiques pour qu'il n'y ait plus de droit de veto. Depuis lors, donc depuis 2011, il n'y a plus de droit de veto ou autre. Donc ça fait que maintenant l'Inde, parce qu'actuellement ce que les gens oublient, l'Inde et la Chine sont en parfaite conflit au niveau des zones frontalières. Donc actuellement, il y a eu certaines zones où que la Chine revendique que c'est des zones de l'Inde que la Chine revendique. Moi, ce que je souligne, c'est que la Chine a marqué un bon point parce qu'en mettant la banque des BRICS à Shanghai, elle ouvre la banque carrément sur le monde. Parce que Shanghai, c'est quand même une ex-colonie britannique qui a été récupérée et qui a maintenu son état d'autonomie en quelque sorte. Donc, elle aurait pu installer la banque à Pékin, mais si elle a choisi Shanghai, c'est une véritable ouverture sur le monde entier, et je pense que c'est un bon point à prendre au niveau des BRICS. Effectivement, et peut-être aussi pour ajouter, j'ai parlé un peu plus tôt de cette hétérogénéité au sein même des BRICS, et justement ça va faire
partie d'un des principaux défis pour l'organisation à relever. On ne peut pas nécessairement analyser les BRICS comme un ensemble homogène, bien qu'étant une institution en plein essor. On a des pays qui ont donc des intérêts qui divergent fortement. On a parlé de la Chine et de l'Inde à l'instant. Il y a un manque de cohésion. Donc en termes de risque, ça peut aussi potentiellement imposer. Et surtout, en plus l'organisation va être amenée à s'élargir, plus on peut aussi potentiellement assister à un certain repli identitaire au sein de l'organisation. Donc c'est vraiment à contrebalancer, à mesurer. Est-ce que l'ONU implose? Est-ce que la Banque mondiale implose? Est-ce que le FMI implose? Pourtant, c'est des pays différents. Oui, qui sont voilà, qui ont des conflits entre eux. C'est que pour moi, la question... Donc, si c'est bien organisé, si les objectifs sont clairs, sont définis... Voilà, si la charte est bien définie, et respectée, si les objectifs sont clairs et précis, je ne pense pas que les BRICS plus... en tout cas, ils ont compris qu'il y avait intérêt d'avoir ce contre-pouvoir. Et donc, ne serait-ce que cela peut faire en sorte que ça fonctionne. Parce que c'est la question qu'on te pose. Parce qu'il y a l'Émirat arabe uni qui va venir, qui est déjà dedans. Il y a déjà la Corée du Sud qui a posé sa candidature. Aussi, on a l'Indonésie qui sont souvent cités comme des précarés américains qui vont rejoindre la BRICS. Donc c'est pour cela que beaucoup de gens se posent la question. C'est que la politique évolue dans ces pays. S'ils font partie d'un précaré, s'ils faisaient partie d'un précaré américain qu'ils veulent rejoindre le BRICS, c'est que la politique change dans ces pays. C'est qu'on tend vers un monde multipolaire pour le coup. Donc ça dit que c'est la question qu'on te pose. Souvent la BRICS a été citée comme un bloc russe, russo-iranien-chinois. Ça je veux dire, c'est la propagande, excusez-moi du terme, c'est c'est la propagande de l'Occident. C'est une storytelling développée par l'Occident pour classer les BRICS. Mais au niveau de leur positionnement, quand même, on comprend tous qu'il y avait quand même un positionnement, pas anti, mais en tout cas frontal à l'Occident. Évidemment, s'ils décident d'aller, de s'ériger en contre-pouvoir face aux organismes internationaux comme la Banque mondiale et autres, c'est de leur plein droit. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec leur propre argent. Voilà. Là, en tout cas, moi, quand j'entends les BRICS, je pense surtout économie avant de penser à toute autre chose. Et en parlant d'économie, il faut savoir qu'eux, ils ont un accord qui a été mis en place en 2014 qui constitue un fonds de réserve de 100 milliards de dollars destiné à aider les membres à faire face aux crises financières et à stabiliser leur économie. Donc 100 milliards de dollars, c'est énorme. La question que je voudrais poser à mes partenaires et à l'animatrice, la NDB, la banque de BRICS, a commencé à prêter de l'argent. Est-ce qu'on peut savoir le nombre de pays ou bien quels sont les pays à qui la NDB a prêté de l'argent? Vous avez une idée? Donc on peut dire que l'idée actuellement, l'Afrique du Sud fait partie des pays les plus prêtés. Ah d'accord. Okay. Parce que l'Afrique du Sud actuellement, il a à hauteur de 25 000 milliards que la BRICS est en train de le prêter de l'argent. Donc ça dit que les pays africains sont plus bénéficiaires. Pour tout le monde, les mecs qui sont dans l'économie se disent que parce qu'il y a beaucoup à faire en Afrique. Parce qu'il y a beaucoup de contrats. C'est-à-dire que l'objectif de la BRICS, c'est d'enlever certains contrats des mains de tout ce qui est fonds monétaires. Les intérêts sont très très clairs. C'est-à-dire que... Eux, c'est de prendre le précaré du fonds monétaire. D'accord. Les intérêts économiques sont très clairs, c'est important de le dire. C'est-à-dire que les BRICS sont de plus en plus, s'investissent de plus en plus sur le continent africain, participent de plus en plus à financer, entre guillemets, quand je dis financer, je peux le dire entre guillemets, les économies africaines. Évidemment. Donc, il faut insister dessus. C'est-à-dire que oui, c'est peut-être un contre-pouvoir, mais en même temps, ils investissent massivement, ils gagnent énormément d'argent sur le continent africain. Donc, on peut dire que on peut dire qu'un des pays, un des membres de la BRICS, la Chine en particulier, finançait à hauteur de 115% des projets en Afrique. Oui, voilà, c'est énorme. Ça dit que, est-ce qu'il le fait au nom de la BRICS
ou est-ce qu'il le fait à son propre nom? Je pense que chaque pays, en tout cas, le fait de manière individuelle. Pour la Chine, la Chine a la même mise sur l'Afrique en matière de développement et d'investissement aussi. La Chine est devenue, depuis la création des BRICS, la Chine est devenue le premier, exactement, partenaire mondial en Afrique. En Afrique. Et puis le premier contributeur aussi au niveau de la BRICS, là-bas. Et aussi peut-être juste pour ajouter, on s'est posé la question de savoir quel était le statut de l'Éthiopie pour rejoindre ce groupement face à d'autres pays émergents comme l'Indonésie, d'autres pays qui ont largement leur place, la Corée du Sud, ainsi de suite. La réalité, c'est que, justement, les BRICS menés par la Chine ont de véritables intérêts, n'est-ce pas, sur le continent africain. Et la contrepartie, n'est-ce pas, pour continuer un petit peu cette percée, c'était au moins d'avoir un autre pays africain pour, en complément de l'Afrique du Sud, servir, je ne vais pas nécessairement dire de contrepoids, mais servir au moins d'un autre pays ambassadeur, n'est-ce pas, des challenges et des idéaux africains. Donc je pense que c'est vraiment à des pays comme l'Éthiopie et à l'Afrique du Sud de vraiment prendre la mesure de leur rôle et leur responsabilité au sein des BRICS. Est-ce que c'est pas fictif tout ça? Est-ce que c'est pas juste une volonté de rentrer sur les marchés africains, d'augmenter leur pouvoir sur le plan? Évidemment, on sait très bien. On sait que c'est pour rentrer sur les marchés africains. Est-ce qu'ils avaient réellement besoin de ça pour rentrer sur les marchés africains? Évidemment, moi je pense pour légitimer aux yeux du monde, peut-être. Voilà, pour légitimer au sein d'une organisation, c'est mieux d'être au sein d'une organisation pour pouvoir affronter les marchés africains. Effectivement. Parce que par exemple, si la Chine ou bien même l'Inde, je prends le cas, vient investir en Côte d'Ivoire, il peut y avoir des brouillons au niveau de Paris, par exemple, et ça peut tomber à l'eau. Mais quand les BRICS arrivent avec leur armada, leur puissance et tout, écoutez, c'est une organisation d'ordre mondial qui vient investir, on lui permet de créer son chemin et d'avancer. Est-ce qu'ils entendent? Parce que je pense que la question du débat, c'est de savoir si, ce nouvel ordre mondial, les opportunités que ça représente pour l'Afrique. Moi, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, donc, le fait que ces BRICS sont en plein essor représente un avantage clair en termes d'opportunités pour le continent africain. Absolument. Mais c'est toujours à ces pays, et c'est eux qui ont cette entière responsabilité, de naviguer de manière intelligente. Quand vous dites ces pays, il faut bien dire les pays africains. De venir à ces pays africains, effectivement, aux pays africains, de naviguer de manière intelligente et stratégique pour à la fois connaître le développement via cette nouvelle organisation, mais aussi préserver leurs intérêts. Exactement, donc ça demande un peu plus d'agilité. Dans un instant, on va faire une pause, messieurs. On va faire une petite coupure et puis on revient et on continue. Donc BRICS, nouvel ordre mondial, quelle place pour l'Afrique? On revient dans un instant. De retour sur le plateau de Vox Live avec nos trois invités. Aujourd'hui, on parle du nouvel ordre mondial, notamment avec les BRICS et surtout comment l'Afrique peut-elle avoir sa place enfin. Alors, on a parlé des BRICS, on a expliqué leur naissance, ce qu'ils faisaient, leurs objectifs. Maintenant, quel est le poids des BRICS en Afrique? Moi, je pense que c'est important d'énumérer, de savoir combien pèse-t-il, comment pèse-t-il sur le continent africain. Bon. Il pèse beaucoup, en tout cas. On peut commencer par ça. En tout cas, il pèse beaucoup. On va parler de près de 3500 milliards. Bon, si on le dit comme ça, hein, c'est chiffré, mais ça n'a pas tellement de sources. Mais ce que je dis, c'est que dans la dernière semaine du mois d'août de l'année passée, en 2023, il y a eu le sommet des BRICS Plus à Johannesburg. Et il a réuni pas mal d'États africains. 53 États ont été invités, ils sont tous venus. D'accord. Donc il y a eu... avec des projets. Il y a eu des projets, il y a énormément d'États aujourd'hui qui sonnent à la porte des BRICS. Même le Nigeria, qui est la première puissance économique mondiale, sonne à la porte des BRICS. Africaine, on va dire. Pardon. Bientôt peut-être, bientôt. la première puissance économique africaine sonne à la porte des BRICS. Donc il y a un engouement. Est-ce que cet engouement équivaut à l'investissement des BRICS au niveau de l'Afrique? Je pense que oui. Oui, clairement, ils investissent massivement sur le continent africain et dans plein de secteurs d'activité, que ce soit dans les infrastructures. Il faut le dire aujourd'hui, la Chine, elle est connue pour ça. Évidemment. Pour construire des ponts. Il faut dire que lors de ce sommet, la Chine est arrivée en véritable empereur. Elle est venue avec son système de médiatisation, elle est venue avec des hommes d'affaires. Le président Jiang Qi, c'est comme ça il s'appelle, non? Oui. Le président chinois. chinois. Voilà. Xi Jinping. Il a
Jinping. Il a fait beaucoup d'entretiens bilatéraux. Donc, la Chine a véritablement plané sur ce sommet. Et quand on parle de Chine, on parle d'investissement, on parle de soutien, de premier soutien des BRICS. Et je pense qu'on va dire que les Africains en ont bénéficié et les Africains sont en train de véritablement taper à la porte. En fait, ils répondent aux besoins du continent africain, sans regarder ce qui se passe dans les pays. D'accord. Sans regarder s'il y a la démocratie ou pas. Eux, ils parlent de développement, ils parlent d'infrastructure, ils parlent de... Dans leur intérêt premier, c'est important de le dire quand même, dans leur intérêt premier, ils sont là, ils recherchent des marchés. L'Afrique est un grand marché, est un continent avec plein de pays et plein de marchés. Et donc, on l'a dit, les BRICS interviennent dans les infrastructures, dans, bien sûr, donc tout ce qui est coopération, donc aussi bien au niveau santé, aussi au niveau médical, au niveau aussi, elle octroie des bourses aussi aux étudiants africains, c'est important de le dire. Quand je dis la Chine, c'est pas que la Chine, l'Inde aussi, la Russie, pareil. Donc, ils ont une mainmise, un poids important sur le continent africain à travers leurs actions, à travers leurs investissements, à travers même les donations qu'ils font aussi, il ne faut pas oublier. Et ça, qui augmente de plus en plus. Tout à fait. Et on le mentionne ici parce que, on le dit, on le redit, il y a toujours une contrepartie à tout ça. Et quand on parle d'un nouvel ordre mondial, le moment est arrivé pour que l'Afrique puisse aussi bénéficier, en tout cas participer positivement à cet nouvel ordre mondial et non subir ce nouvel ordre mondial. Et surtout même par rapport à ça, changer de paradigme. Parce que, effectivement, on est dans un ordre mondial, on parle d'un nouvel ordre mondial, mais j'aurais tendance à dire qu'on ne déplace pas les problèmes. Il faut que les pays africains comprennent que dans cette reconfiguration, ils ont quand même un certain nombre d'avantages d'un point de vue démographique, d'un point de vue des ressources naturelles, ce serait-ce que même d'un point de vue géographique de leur placement, c'est-à-dire l'Afrique est au carrefour entre l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Donc tout ça, ce sont des arguments que nos États peuvent utiliser dans les négociations avec ces pays. L'idée, c'est pas de se greffer à un nouvel ordre. L'idée, c'est de admettre qu'il y a un nouvel ordre, s'en servir dans le cadre des négociations qu'on peut continuer même à avoir avec les pays occidentaux et vraiment tirer notre épingle du jeu dans le cadre un peu de cette redéfinition géostratégique qu'on est en train d'observer. Donc je pense que nos pays doivent vraiment prendre conscience de ça. Conscience de ça, autant pour moi. Quels seraient les risques si finalement l'Afrique ne joue pas sa partition, ne négocie pas correctement? Le risque serait tout simplement que on retombe dans les mêmes travers actuels. Je ne vois pas de risque parce que je ne pense pas que les Africains puissent cracher sur leur propre développement. Mais ils l'ont fait hier, pourquoi ne le feraient-ils pas aujourd'hui? Ou ils l'ont subi politiquement avant? On l'a subi dans le cadre de l'ancien ordre mondial dans lequel on veut s'émanciper. Il faut pouvoir se restituer ce que les BRICS essayent de faire aujourd'hui. C'est ce que les États-Unis et les pays occidentaux cherchaient à faire hier, il y a 70 ans, avec de nouvelles institutions, avec ces banques pour financer le développement, ainsi de suite. C'est le même template. Donc, au contraire. Les BRICS arrivent avec moins d'intérêt quand même. Et ils prennent à corps je veux dire, ils prennent l'Afrique. Il n'y a pas d'amis en politique. Il n'y a pas d'amis en politique. Oui, mais on ne parle pas d'amis, là, on parle d'économie. Et ils ont les intérêts moindres par rapport à ceux de la Banque mondiale et du FMI. Je n'ai pas les chiffres. Et qu'est-ce qui nous fait savoir que ce n'est pas peut-être un appât pour commencer les négociations? Parce que l'Afrique fait partie du BRICS. L'Afrique a une part importante dans les BRICS. C'est-à-dire, oui, elle a une part importante en tant que marché. En tant que membre des BRICS. En tant que membre, il y a 3 pays. Mais il y a 3 pays, mais il y a des pays africains qui frappent à la porte. Oui, mais qui frappent à la porte encore une fois. Justement. Maintenant, si vous voulez et même le poids qu'ils ont à l'intérieur des BRICS, comme monsieur le disait, c'est-à-dire qu'ils sont plus, pas quémandeurs, mais en tout cas, ils reçoivent plus qu'ils ne donnent. Effectivement. Donc le poids est quand même différent. Pourtant, ils sont membres, pour le moment, des BRICS. Il n'y a aucun droit de voter et tout est négocié au prorata des besoins de tous les membres. Vous dites bien pour le moment, les BRICS se rencontrent de manière annuelle. Il y a un sommet du coup. Oui, il y a un sommet, il y a eu celui de 2023. Donc pour le moment, il n'y a pas de veto, mais c'est pas à dire que l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans.
C'est-à-dire qu'il faut aussi dire qu'il y a le BRICS. Vous bloquez les BRICS vivent comme ceux qui nous ramènent à la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire forcément créer un veto comme au niveau de l'ONU. Non. Parce que jusqu'à présent, nous vivons sur le prisme de la Deuxième Guerre mondiale. C'est ceux qui ont remporté la Deuxième Guerre mondiale qui ont le droit de veto. Bien sûr. On ne va pas continuer à vivre tout le temps comme ça. Donc, moi, je pense que les BRICS ont un impact considérable auprès des pays africains et ils font tout pour maintenir cet impact. Et moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Il faut qu'ils continuent comme ça. Quoi qu'il en soit, à partir du moment qu'ils participent au développement du continent africain, mais, comme on essaie de le dire sur le plateau, l'Afrique doit jouer sa partition. Pour moi, il faut repositionner le débat. Ça veut dire quoi? Le BRICS, il est important. On n'en dit qu'on ne vient pas. Mais la difficulté qu'on a, on a plus qu'à recevoir qu'à produire. C'est-à-dire qu'au niveau de tout ce qui est des contrats d'armement, le Brésil, c'est un pays de fournisseurs d'armes. Le Brésil, la Russie. La Russie. Donc actuellement, les marchés africains en bénéficient, la majeure partie des armées africaines bénéficient du BRICS pour rééquiper leurs armées. Ça, oui, ce sont des marchés, encore une fois, on va réitérer les propos. L'Afrique est encore une fois un marché pour le BRICS. La question qu'on pose, elle est claire. Comment l'Afrique peut profiter de sa position aujourd'hui et changer? Il faut repositionner la question disant que comment l'Afrique peut se réindustrialiser avec l'accompagnement du BRICS. Parce qu'actuellement... C'est déjà en cours, c'est déjà ça, c'est-à-dire que... Non, malheureusement, quand tu regardes, à l'exception de la Tanzanie, quand tu regardes les pays africains, ils ont toujours des industries obsolètes. C'est-à-dire que c'est des industries de consommation. Donc maintenant, il faut qu'on aille vers des véritables industries de fabrication, comme exemple, à l'exception... Du coup, tout commence par une volonté politique. C'est-à-dire que ce n'est pas aux BRICS de dicter ce que doit faire l'Afrique. C'est l'Afrique qui doit savoir ce qu'elle doit faire pour développer son continent. On est d'accord. Évidemment. Donc, il faut que les pays africains, les décideurs africains, sachent véritablement ce qu'ils veulent. Ou on va vers les BRICS, ou on reste dans le système ancien. Quand je parle de système et on ne peut pas aller dans les deux. Pour moi, effectivement, et là vous touchez un bon point, la vérité se situera toujours au milieu. Dans tout dans la vie, la vérité est toujours au milieu. Donc l'idée, c'est pas nécessairement de coopérer, n'est-ce pas, davantage avec les BRICS et totalement laisser nos partenaires traditionnels occidentaux. L'idée, c'est de vraiment se servir, n'est-ce pas, de l'essor de ce nouveau groupement pour servir de compte-balance dans le cadre des négociations qu'on peut toujours être amené à avoir avec les pays occidentaux. Donc moi, j'aime souvent parler de manière très terre-à-terre. On est dans un quartier, il y a deux boulangeries qui ouvrent. Une qui propose le pain à 1,50 et l'autre qui propose le pain donc à 1,30 avec une qualité peut-être légèrement moins bonne, mais quand même à 1,25. Donc voilà, on aura tendance à partir où? Soit on suit juste éventuellement le prix, quitte à perdre un peu en qualité, ou se dire on continue à partir dans l'autre boulangerie. Je comprends bien. Effectivement. C'est ça, c'est vraiment ça. Si je comprends bien votre exemple, ça veut dire que il y a la boulangerie qui fait 1,50 et qui a tout le pouvoir pour réussir de grandes choses parce que le pain est de meilleure qualité. Et le BRICS est une boulangerie à moins de degrés et qui va réussir des choses qui sont nuancées côté qualité. Un peu moins bien niveau qualité, mais un prix un peu plus compétitif. Pas fortement. Voilà, pas fortement. C'est ça. Attention, parce que... Attention, oui, voilà. Je discute cette attention parce qu'aujourd'hui, les BRICS, quand je prends la Chine aujourd'hui gouverne le monde en matière d'électronique et de télécommunications. Mais pense-t-on réellement que c'est leurs meilleurs outils, leurs meilleurs travailleurs qu'ils envoient sur le continent? La question se pose. On sait que la Chine, il a 3 qualités. Le mauvais, le moins bon et le meilleur. La difficulté que le marché africain ont, nous n'avons pas des entités ou ce qu'on appelle des agents de vérification sur les produits qui rentrent sur le marché africain. Vous êtes sûr? La majeure partie des pays. Est-ce que ça existe que un ou deux pays, mais sur l'ONU en tant que tel, comme ce qui existe au niveau... Soit les dirigeants sont corrompus, donc ils ferment les yeux. Il n'y a pas les normes africaines. Donc ça dit, il y a les normes européennes
de conformité, il y a les normes américaines de conformité, mais il n'y a pas une norme et africaine les ISO, tout ça, qu'on voit en Afrique et autres. ISO, c'est européen, c'est pas africain. Oui, mais ils utilisent ça en Afrique. Monsieur Iré Armand, après, il y a quand même une réalité, c'est-à-dire que la Chine est connue pour ça. C'est-à-dire donc, ça dit qu'au niveau des télécommunications, c'est-à-dire tous les infrastructures que vous avez dans la communication en Afrique, c'est chinois. Huawei. Huawei qui fournit tout ce qui est matériel de télécommunications, les équipements, les satellites et autres. Est-ce que ça ne dure pas? Même les câbles sous-marins. La difficulté qu'on a, c'est l'espionnage. Bien sûr, bien sûr. Quand la vous pensez que les gens du bloc occidental ne nous espionnent pas? Tout le monde, mais ça dit que l'erreur qu'on ne va pas commettre, c'est qu'il y a eu de l'espionnage. Je pense qu'il y a énormément de techniciens aujourd'hui en Afrique qui peuvent barrer tout ce que vous appelez l'espionnage. On a vu au Mali, la France avait barré l'espionnage. Ça, c'est un grand La France avait bloqué, si vous voulez, le système d'accès à Internet d'une manière ou d'une autre. En tout cas, c'est une information qu'on a eue. Mais ce sont des techniciens maliens qui se sont battus pour que le Mali puisse avoir accès à ces données. Je pense le point de connaissance que j'ai actuellement, si la France va bloquer l'accès d'Internet au niveau du Mali, c'est très simple. Parce que l'Internet en Afrique c'est le câble sous-marin. C'est le câble sous-marin. Les techniciens maliens se sont battus pour que le Mali ait ces données-là. Ça, c'est la version officielle qu'on nous donne. Mais en tant que technicien, le câble sous-marin appartient aux Américains ou aux Français. Oui. Les Russes n'ont pas encore de câble, ils n'ont que le réseau interne où ils alimentent le câble, mais le câble réseau international qui fait la fibre optique, il y a 3 câbles, donc c'est des câbles sous-marins, donc un appartient à Alcatel, et l'autre appartient à Houston et autres, donc les Américains, donc ça dit que si la France veut couper l'Internet africain. Mais ils l'ont fait, mais les Maliens ont rétabli on s'écarte un petit peu. On voit que les réseaux de communication sont éventuellement gérés par l'extérieur. Très bien. Ce que je veux dire, les BRICS sont en puissance actuellement. Pour le continent en Afrique, ça c'est clair, c'est net, c'est précis. Il y a plusieurs pays africains qui tapent à la porte des BRICS. Totalement, on est d'accord. On va leur ouvrir la porte. Ça c'est vrai, on ne peut pas revenir dessus. Effectivement, l'Afrique, les différents pays africains demandent à ce que les BRICS investissent dans leur pays, participent aux différents forums que les BRICS organisent. Demande à rentrer même dans les BRICS, oui, c'est un fait. La question que je pose et qui est très importante aujourd'hui, comment va se positionner le continent africain? Est-ce qu'elle se dit, tiens, on va aller travailler tout simplement qu'avec les BRICS et faire comme avant et finalement rebelote, on continue? Ou au contraire, on a à la tête de nos pays des dirigeants qui ont compris, qui se disent maintenant on va négocier, c'est du gagnant-gagnant et que ça. Est-ce que la prise de conscience a été Le côté politique va toujours prendre le pas. Mais le quand côté même, politique va toujours prendre le pas pour pouvoir voir dans quel camp fonctionner. Soit avec les institutions traditionnelles comme ceux de Bretton Woods, la Banque mondiale et FMI, soit avec le BRICS, mais ça dépend de l'éclaircie du dirigeant au pouvoir. Parce que tout s'organise, par exemple, ne serait-ce que... Mais par contre, la difficulté de l'Afrique, c'est que c'est l'influence géopolitique. L'Afrique a toujours été influencée par les deux blocs, le bloc de l'Est, comme au niveau de la guerre froide, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Et malheureusement, ce bloc continue à fonctionner. On a vu ce qui s'est passé au Mali, au Niger et autres. Il y a une certaine ingérence, soi-disant, des membres du BRICS, vrai ou faux. Mais lors des défilés... on ne peut pas parler de l'ingérence des BRICS, c'est pas parler de l'ingérence de l'Occident. C'est passé d'une manière ou d'une autre. C'est ça que je vous dis. Donc ça dit que l'ingérence, donc les Africains, il va avoir si on parle d'ingérence, il va avoir de l'ingérence au niveau... Si les Africains vont à 100% côté BRICS, il va avoir de l'ingérence côté occidental. Donc ça dit qu'actuellement, l'Afrique, avec les nouvelles générations, la nouvelle génération, on sent qu'ils sont là pour avoir des partenaires gagnant-gagnant. Et par exemple, si je peux me permettre de reprendre les propos de dirigeants de l'AES qui le disent clairement, c'est-à-dire qu'on est pour un monde multipolaire, à savoir, je reprends les propos même du ministre des Affaires étrangères, M. Diop, qui dit on peut même négocier avec le diable. À partir du moment qu'il y a un intérêt pour nous, on va négocier avec tout le monde. Mais l'Afrique doit... Elle est claire finalement, cette phrase. Le problème qu'on pose aujourd'hui... Mais on parle de négociation, on parle de gagnant-gagnant. Au niveau du Mali, la France a carrément rejeté les dirigeants actuels maliens.
Alors, vous voulez qu'ils gardent la France? Pourquoi? Non, Ils ont reculé, ils étaient dans une entente et ils ont, comment on va dire ça, bénéficié de l'apport de la Russie avec Wagner et autres. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça paye aujourd'hui, puisque Kati, comment on va dire ça, la ville là, Kidal n'est plus aux mains des djihadistes. Donc, le marché avec la Russie est gagnant-gagnant. C'est une stratégie. non, C'est une stratégie. c'est-à-dire que moi, ce qui me pose problème, oui, de faire partenariat gagnant-gagnant, mais il ne faut pas qu'on oublie qu'il soit la Russie, qu'il soit Effectivement. Ils viennent pour leurs intérêts. Ils sont là pour les intérêts. Ça, c'est la première chose. C'est ce que j'ai dit. Donc, c'est-à-dire que moi, ce que je défends, c'est que c'est l'industrialisation de l'Afrique. On peut avoir tout partenaire, mais ce partenaire sera gagnant du moment que les Russes viennent, ils vont dans les mines de Kidal, ils prennent l'or ou quoi que ce soit là-bas, qu'il soit transporté localement. Et tout le monde, les Africains n'ont pas de comptoir, à l'exception de Johannesburg et autres. En Afrique, il n'y a pas de comptoir d'or. Et pourtant, l'Afrique est un des greniers qui fournit au niveau du marché de Havert. Ce que je vous dis, c'est qu'il reste des choses à faire et ça, on est tous d'accord. Voilà, donc ça dit que moi, c'est ce que je veux, c'est que ça dit qu'il soit un partenariat qui nous accompagne techniquement, qu'il soit avec les transferts de compétences. La Chine s'est développée parce qu'il a bénéficié des transferts de compétences des États-Unis d'Amérique, Corée et autres. Donc ça dit que nous, ce qu'on attend du BRICS, qu'il soit du bloc Ouest-Ouest, nous, ce qu'on veut, c'est accompagnement des transferts de compétences qui nous financient, mais malheureusement, au niveau de encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, tout part d'en haut. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les négociations sont faites, tous les infrastructures sont faites, quand je parle de l'exemple du Sénégal, quand tu vois, tous les infrastructures sont faites avec des entreprises que chinois. Bien sûr. Alors que l'Africain ne bénéficie pas des transferts de compétences. Bien sûr, on est d'accord. C'est pour ça que je disais un peu plus tôt qu'on ne déplace pas les problèmes. Ce ne serait pas une solution, selon moi, de partir pour du 100% partenariat uniquement avec les BRICS. De toute façon, au niveau étatique, je pense que très peu d'États peuvent même se le permettre. Donc ça, je dirais ça d'entrée de jeu. À côté de ça, qu'est-ce que ces pays africains doivent faire? Je pense qu'on doit pouvoir comprendre que face à ces BRICS, pour pouvoir se positionner en tant que partenaire crédible, on doit encore une fois penser à élaborer peut-être une stratégie commune au niveau continental. Je pense notamment par exemple à la zone de libre-échange qui est en voie de création, ou du moins qui a été créée. Parler d'un point de vue Union africaine, parler d'un point de vue africain face à ces BRICS et se servir de nos ambassadeurs à l'intérieur de ces institutions, quand les BRICS, je pense l'Éthiopie, l'Égypte et l'Afrique du Sud, pour vraiment porter nos idées. À côté de ça, ce qui nécessite des institutions fortes africaines dirigées par des Africains et pour les intérêts des Africains. Effectivement, et c'est là où je vous rejoins. Mais pour moi, c'est une condition sine qua non, sinon on va retomber dans les mêmes travers qui consistent à juste déplacer un problème et être victime d'une autre influence dans les années à venir. Moi, je suis d'accord avec lui, mais sauf que moi, je m'inscris à 100% avec les BRICS, pour ce qu'ils font en Afrique. Et je pense que les Africains seront assez matures pour savoir où va véritablement leurs intérêts en dehors du système établi depuis la nuit des temps. C'est ce que je voulais juste dire. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes confiant, vous savez que les dispositions ont été prises pour qu'il y ait des relations gagnant-gagnant et on n'a pas besoin de tirer la sonnette d'alarme en disant attention. Néanmoins, je pense que moi, personnellement, je ne pense pas qu'on puisse tirer la sonnette d'alarme. Il y a un marché potentiel qui est ouvert, il faut qu'on y plonge. Et puis, si on se casse la tête, on refera toujours la leçon et puis on verra. Pour le coup, c'est peut-être le contraire. Si on ne fait pas attention, finalement, on refera toujours les mêmes erreurs. C'est aux Africains de pouvoir décider de ce qu'ils veulent vraiment. Et aujourd'hui, vous considérez que les dispositions ont été prises? Ils ont été 51 au dernier sommet à se déplacer pour venir à Johannesburg. Ils ont écouté. Certains sont en train de frapper à la porte. Je vous ai parlé du Nigeria et autres. C'est un signal fort, ça, pour vous. Voilà. Donc, pour moi, l'Afrique est ouverte face aux BRICS. Il faut juste signer les partenariats pour que les investissements soient des investissements de manière exponentielle. Oui, voilà. Et puis, quoi qu'il en soit, dans le monde entier, tout le monde, peu importe le pays, cherche des investissements directs étrangers. Bien sûr. C'est l'objectif. Enfin, c'est l'objectif. En tout cas, c'est dans l'intérêt de tous les pays. Maintenant, il faut les contrôler, il faut pouvoir les organiser et en profiter. Pour moi, les Africains doivent se réorganiser, se réapproprier
ce qu'on appelle les aspects de la mutualisation des connaissances Bien sûr. et les transferts de compétences. Évidemment. D'accord, très bien. Tant qu'on ne revient pas sur les transferts de compétences et la mutualisation des connaissances, peu importe qu'ils soient BRICS, qu'ils font au Fonds monétaire ou Banque mondiale, ça revient au même. Donc il faut que les Africains disent que peu importe le contrat qu'on va signer, au bout, on veut 50% des technologies transférées en Afrique. Et en termes de transfert de compétences, peut-être juste pour compléter ce propos, je pense que c'est vraiment davantage vers justement ces pays des BRICS, c'est davantage vers le bloc de l'Est que nos pays doivent s'inspirer. C'est eux qui, il y a un passé relativement récent, étaient confrontés, du moins les plus confrontés aux problématiques qu'on est amené à rencontrer. Donc, on prend le cas de figure de la Corée du Sud, qui n'est pas encore rentrée, mais enfin, c'est la même pour la plupart des pays de cette zone. Il y a 50-60 ans, étaient des pays extrêmement pauvres et qui aujourd'hui ont su mettre en place des stratégies. J'en reviens toujours à ce terme de stratégie parce que je pense que c'est la base de tout. Ont su mettre en place des stratégies pour aujourd'hui devenir des véritables puissances. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser les termes. Donc la solution est davantage vers l'Est, la solution est davantage au niveau des BRICS, mais je ne mettrai pas toute ma confiance envers ces pays. Voilà, merci à nos invités. Nous sommes déjà au terme de cette émission. C'est passé très vite. N'hésitez pas si vous avez un point de vue à nous partager. On lit tous vos commentaires. Vous êtes sur Vox Africa pour votre émission Vox Africa. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro.